Envie et gratitude de Mélanie Klein. Conclusion. Il y a longtemps que je m'intéresse dans l'analyse de mes patients à l'envie de son nourricier. Et tant que je vois les facteurs qui rendent plus vives les attaques contre l'objet originel. Mais ce n'est que depuis peu que j'ai insisté sur les caractères détériorants et destructeurs de l'envie, pour autant qu'elle compromet l'instauration d'une relation sécurisante avec les bons objets internes et externes, qu'elle sape à la base le sentiment de gratitude et qu'elle estompe la différence entre le bien et le mal. La relation à l'analyste en tant qu'objet interne joue un rôle fondamental dans les cas que j'ai présentés. C'est là un fait auquel j'accorde une portée générale. Lorsque l'angoisse liée à l'envie et à ses conséquences atteint son point culminant, le patient se sent persécuté par l'analyste, comme un objet rancunier et envieux qui perturbe son travail, sa vie et toutes ses activités. C'est alors que les bons objets semblent perdus. Cette perte entraînant la perte du sentiment de la sécurité interne. Quels que soient les moments de la vie, toutes les fois que la relation au bon objet se trouve gravement perturbée, perturbation où l'envie joue un rôle déterminant, on constate non seulement un retentissement sur la quiétude et la sécurité interne, mais aussi une détérioration du caractère. Quand les objets persécuteurs internes prédominent, ils renforcent les pulsions destructives. Cependant, si le bon objet se trouve solidement ancré, il peut servir à l'identification qui, à son tour, raffermit la capacité d'amour, les pulsions constructives et la gratitude. Tout ceci ne fait que confirmer mon hypothèse de départ, à savoir qu'il est possible de résister à des perturbations passagères lorsque le bon objet est profondément enraciné. Ainsi se trouvent établies des bases à une bonne santé mentale, à la formation du caractère et au développement du moi. Je soulignais ailleurs l'importance qui prend le premier objet intériorisé, les sangs empoisonnés, dévorants et toussants de représailles. Je dirais aujourd'hui que la projection de l'envie confère un caractère particulier à l'angoisse soulevée par la persécution interne. Toute tentative de réparation et toute créativité semble ainsi être perturbée par un sûrement envieux, vécu comme une instance qui exige à tout moment qu'on lui témoigne une gratitude exorbitante. La persécution s'accompagne d'un sentiment de culpabilité d'avoir par ses propres pulsions envieuses et destructives détérioré les bons objets et de ce fait donner naissance aux objets persécuteurs internes. Le besoin de punition, qui ne saurait se satisfaire que d'une dévalorisation accrue de soi, instaure ainsi un cercle vicieux. Nous savons que le but dernier de la psychanalyse est l'intégration de la personnalité du sujet. La conclusion de Freud, Wo ist wahr, soll ich werden, indiquait une telle orientation. Les processus de clivage apparaissent au stade le plus précoce du développement. Trop intenses, ils font partie intégrante des éléments paranoïdes et schizoïdes qui peuvent constituer la base de la schizophrénie.
Au cours du développement normal, ces tendances schizoïdes et paranoïdes, ce que je nomme la position paranoïde schizoïde, sont surmontées pour une grande part pendant la phase où se place la position dépressive. L'intégration se poursuit ainsi favorablement. Les étapes successives de l'intégration préparent le moi à se servir du refoulement dont l'importance ne fera que croître au cours de la 12e année. J'ai déjà mentionné dans le développement de la psychanalyse que le jeune enfant était capable d'affronter ses difficultés affectives grâce au refoulement. Si, au cours du premier stade évolutif, le processus de clivage n'avait pas été trop intense et avait permis aux parties conscientes et inconscientes du psychisme de se consolider. Au cours du premier stade de développement, le clivage et d'autres mécanismes de défense jouent un rôle prédominant. Dans Inhibition, symptômes et angoisse, Freud indiquait déjà qu'avant l'apparition du refoulement, d'autres mécanismes de défense pouvaient exister. Dans le présent ouvrage, je n'ai pas envisagé le rôle vital que joue le refoulement dans le développement normal, car mon principal souci a été d'élucider les effets produits par l'envie primaire et les liens étroits qui la rattachent au processus de clivage. J'ai essayé de montrer que, du point de vue technique, il est nécessaire d'analyser de façon répétée les angoisses et les défenses liées à l'envie et aux pulsions destructives pour faire progresser l'intégration. J'ai toujours été convaincue que la perlaboration décrite par Freud constitue une des tâches principales de la pratique analytique. Ma propre expérience, dans la mesure où j'essaye d'analyser les processus de clivage et d'en retracer l'origine, n'a fait que renforcer cette conviction. Les résistances auxquelles nous nous heurtons sont d'autant plus fortes que les difficultés abordées par l'analyse sont plus profondes et plus complexes, ce qui nous oblige à accorder toute son importance à la perlaboration. Cette nécessité se fait sentir tout particulièrement lorsqu'il s'agit de l'envie à l'égard de l'objet originel. Certains patients peuvent reconnaître leur envie, leur voir le désir, de nuire à leurs dons et à leur faculté intellectuelle. Mais seul l'analyste, à force d'analyser leurs sentiments hostiles dans les transferts, peut leur permettre de revivre ces sentiments dans leur première relation affective, réduisant ainsi le clivage de soi. L'expérience m'a montré que l'analyse de ce fantasme, de ces émotions, de ces pulsions fondamentales échoue lorsque la douleur et l'angoisse dépressive, devenues manifestes, l'emportent, comme c'est le cas chez certains patients sur leur désir de vérité et, en fin de compte, sur leur désir d'être aidé. La coopération du patient doit prendre appui sur sa détermination à découvrir la vérité sur lui-même. S'il doit accepter et assimiler les interprétations qu'on lui donne concernant les couches les plus archaïques de son psychisme. Car si ces interprétations portent en profondeur, elles mobilisent une partie de soi qui est ressentie à la fois comme étant l'ennemi de moi
et de l'objet aimé et qui, de ce fait, a succombé au clivage et a été anéanti. J'ai souvent constaté que les angoisses soulevées par les interprétations portant sur la haine et sur l'envie à l'égard de l'objet originel et sur le sentiment d'être persécuté par l'analyste dont le travail éveille ses faits sont plus douloureuses que n'importe quel autre matériel que nous pourrions interpréter. Nous rencontrons ces difficultés surtout chez des patients qui présentent des angoisses paranoïdes et des mécanismes schizoïdes, car ils sont moins capables que d'autres d'établir un transfert positif, d'avoir confiance dans l'analyste et de tolérer en même temps les angoisses éveillées par les interprétations. En d'autres termes, ils sont moins aptes à maintenir des sentiments d'amour. Dans l'état actuel de nos connaissances, je pense que c'est avec cette catégorie de malades, qui ne sont pas nécessairement des psychotiques avérés, que nos résultats thérapeutiques sont limités, voire nuls. Lorsque l'analyse peut être poussée assez loin, l'envie et la crainte de l'envie diminuent et renforcent ainsi la confiance du sujet dans ses propres forces reconstructives ou réparatrices, autrement dit, dans sa capacité d'aimer. Il en résulte une tolérance accrue à l'égard de ses propres limites, une amélioration de ses relations d'objets et une perception plus nette de la réalité interne et externe. La prise de conscience qui accompagne le processus d'intégration au cours de l'analyse permet au patient de reconnaître la présence de parties potentiellement dangereuses de son soi. Lorsque l'amour peut être suffisamment rapproché à la haine et à l'envie, qui avaient été séparés par un clivage, ces effets deviennent supportables et diminuent d'intensité. Ils se trouvent atténués par l'amour. Les divers contenus de l'angoisse, comme par exemple la menace d'être dominé par une partie destructive et clivée de soi, perd ainsi de leur intensité. Ce danger paraît d'autant plus redoutable que dans les fantasmes. Le mal infligé semble irréparable du fait de l'intensité de l'omnipotence archaïque. L'angoisse qui correspond à la crainte de détruire l'objet aimé par des sentiments hostiles décroît lorsque ces sentiments sont mieux reconnus et se trouvent intégrés à la personnalité. De même, les souffrances vécues par le patient durant son analyse s'atténuent. Cette amélioration, qui est étroitement liée à l'intégration croissante, fait que les patients retrouvent une certaine initiative, arrivent à prendre des décisions dont ils étaient incapables et, d'une autre façon générale, se sentent plus libres de se servir de ses dons et de ses capacités. Son inhibition à réparer les torts s'efface. Sa capacité à éprouver du plaisir augmente et l'espoir renaît, bien que des périodes dépressives puissent encore survenir. En analysant l'envie et la destructivité, on arrive dans les cas les plus favorables à instaurer les bons objets avec plus de sécurité. La créativité s'en trouve accrue d'autant. Tout comme les expériences répétées d'être nourri et aimé contribuent à instaurer les bons objets en toute sécurité
au cours de l'enfance. Ainsi, l'expérience réitérée de l'efficacité et de la véracité des interprétations contribue à édifier l'analyste et reste rétrospectivement l'objet originel comme un bon objet. L'ensemble de ces modifications aboutit à un enrichissement de la personnalité. La haine, l'envie et la destructivité, ainsi que d'autres parties importantes de soi qui avaient été perdues, sont récupérées au cours de l'analyse. Le sujet éprouve un soulagement considérable à s'appréhender comme une personne globale, à se sentir maître de son soi, à vivre sa relation au monde extérieur avec un sentiment accru de sécurité. Dans mon article « Quelques mécanismes schizoïdes », j'avais signalé à quel point les souffrances de schizophrènes étaient intenses. Ils se sont littéralement morcelés. Et parce que son angoisse se manifeste sous une forme très différente de celle du névrosé, on a tendance à sous-estimer ces souffrances. Nous rencontrons des souffrances analogues, même en dehors de toute psychose, dans l'analyse des patients dont l'intégration a été perturbée et qui vivent dans l'incertitude d'eux-mêmes et des autres. Ces angoisses s'atténuent lorsque l'intégration se complète. Selon moi, une intégration complète et définitive n'est jamais possible, car on voit survenir, même chez les sujets les mieux intégrés, sous l'effet des tensions internes ou externes, ces processus de clivage plus intenses, encore qu'il puisse s'agir de phénomènes passagers. J'ai déjà souligné qu'il était important pour l'instauration de la santé mentale et pour le développement de la personnalité que la fragmentation ne joue pas un rôle prédominant dans le processus de clivage précoce. C'est ainsi que j'écris dans mon texte sur l'identification le sentiment de contenir un sein et un mamelon intact. Bien qu'existent en même temps des fantasmes de sang dévorés et donc morcelés. Produit l'effet suivant. Le clivage et la projection ne sont pas liés de façon prédominante à des parties fragmentées du soi, mais à des parties plus cohérentes. Cela signifie que le moi n'est pas menacé d'un fatal affaiblissement par dispersion et que pour cette raison, il est plus apte à recommencer sans cesse l'annulation de l'effet du clivage et à pratiquer intégration et synthèse dans sa relation aux objets. Je crois que cette capacité à recouvrer des parties clivées de la personnalité est une condition préalable à un développement normal. Le clivage étant réduit dans une certaine mesure au cours de la position dépressive, il cède graduellement la place au refoulement de pulsions et de fantasmes. L'analyse du caractère a depuis toujours constitué une partie importante de la thérapeutique analytique. Il me semble que c'est en ramenant certains aspects de la formation du caractère au processus précoce que nous pouvons espérer modifier de façon durable le caractère et la personnalité du sujet. On peut encore aborder sous un angle différent le problème technique que nous avons envisagé ici. Dès le début de la vie, toutes les émotions sont rattachées au premier objet. Lorsque les pulsions destructives, l'envie
et l'angoisse paranoïde sont trop intenses, le nourrisson de forme amplifie toute frustration externe et l'essai maternel devient un objet persécuteur externe et interne. De lors, même les gratifications réelles ne suffisent pas à neutraliser l'angoisse des persécutions. L'analyse, en donnant au sujet la possibilité de remonter à sa prime enfance, lui permet de revivre des situations fondamentales, ce que je décris sous le nom de souvenirs en sentiment. En le revivant, le patient devient capable d'adopter une attitude nouvelle à l'égard de ses frustrations anciennes. Il est hors de doute que si l'enfant a été véritablement exposé à des conditions très défavorables, l'instauration a posteriori d'un bon objet ne saurait effacer les mauvaises expériences vécues dans sa prime enfance. Pourtant, l'introjection de l'analyste en tant que bon objet, à condition qu'elle ne se fonde pas sur l'idéalisation, peut, dans une certaine mesure, fournir un bon objet interne là où le manque s'en faisait sentir. Les patients peuvent retrouver et revivre des souvenirs agréables de son passé, même lorsque la situation première fut très défavorable. Ceci à condition que les mécanismes de projection se soient atténués et que, de ce fait, ses racunes aient diminué et sa tolérance se soit accrue grâce à l'analyse du transfert négatif et positif qui nous ramène aux premières relations d'objets. Tout ceci devient possible lorsque, grâce à l'analyse, l'intégration est venue renforcer un moi qui était trop faible au commencement de la vie. C'est dans ces conditions que l'on peut espérer entreprendre avec quelque chance de réussite l'analyse des psychotiques. Un moi mieux intégré devient capable de tolérer la culpabilité et les sentiments de responsabilité qu'il n'avait pu affronter lors de sa prime enfance. Ainsi, la synthèse de l'objet devient possible. La haine se trouve atténuée par l'amour. L'envie et l'avidité, qui sont les corollaires des pulsions destructives, perdent leur virulence. En d'autres termes, grâce à l'atténuation de l'angoisse et des mécanismes schizoïdes, le patient devient capable de translaborer la position dépressive. Lorsqu'il surmonte, dans une certaine mesure, son incapacité initiale à instaurer un bon objet, l'envie décroît, tandis que monte peu à peu la capacité à éprouver du plaisir et de la gratitude. Ces modifications s'entendent à divers aspects de la personnalité du patient et vont de la vie affective infantile aux relations et toute expérience adulte. Notre plus grand espoir de pouvoir aider nos patients réside dans l'analyse des effets produits par les troubles précoces du développement tout entier.